Dans les gens qui avaient beaucoup d'argent. Et à l'époque, il y en avait parce qu'il y avait toute l'explosion des Internet, des pets.com et tout ça. Donc, tous mes amis étaient dans les Internet à ce temps-là. Je me dis, écoutez, faites beaucoup d'argent que je puisse vendre des perles chez vous. Un de très bons clients ici, c'était Gump, à San Francisco. Et en fait, je vendais principalement en grossiste. Donc, il y avait par exemple une très forte clientèle d'alimentaire à New York qui s'est lancée dans la ferme. 47e, ouais. 47e rue, tous les juifs orthodoxes avec les paliers et tout ça, c'est assez folklorique. Ouais. C'était ceux qui prenaient un ascenseur différent. Parce qu'ils ne pouvaient pas être dans le même ascenseur avec moi. Et ça marche encore comme ça. Pour les diamantaires, c'est un milieu très fermé. Donc 2 ans, 2 ans et demi, 2 ans. Et alors Le business marché, donc ces producteurs ne m'ont pas donné de cash, mais ils m'ont donné l'inventaire. Donc c'était working capital. Et ça marchait quand même bien parce qu'on avait quand même, à la fin, j'avais peut-être 10-12 vendeurs. J'avais un bureau à Miami, à Hawaï, à New York et San Francisco. Donc j'avais ces vendeurs avec des coffres qui avaient tout le matériel, etc. Mais j'avais aussi commencé à faire le problème des perles, c'est un inventaire très coûteux. Donc par exemple, j'avais commencé à mettre tous les colliers sur Internet et essayer de contacter les diamantaires ou les bijoutiers, essayer d'utiliser même les technologies. J'avais créé une marque qui s'appelait Ocean Gem à l'époque. Et donc je voulais en fait du capital pour investir et vraiment devenir le Mikimoto de la perle de Tahiti. C'était une ambition du projet. Et quand je suis retournée, dire écoutez, maintenant c'est gentil, on a prouvé que ça pouvait marcher, il nous faudrait des capitaux pour construire une marque, construire des réseaux de distribution. Je me suis rendu compte très rapidement qu'eux n'avaient aucun capitaux. La culture de la perle est un business extrêmement capital intensive. Les perles sont dans l'eau pour 3 ans et vous ne savez pas ce que vous allez récupérer. Et ils ne souhaitaient pas ouvrir le capital à des externes, parce qu'à l'époque, tout le monde donnait de l'argent à tout le monde, donc je pense qu'on l'a trouvé. C'était en 99, 2000. Donc on a décidé, on a vendu certaines parts de l'inventaire, de la marque, etc. à des gens à New York. Donc c'était la fin. Ça tombait bien quand même pour moi, parce que c'est le début où j'ai commencé à avoir une famille. Vous avez 3 enfants? J'ai 3 enfants. 3 garçons? 3 garçons. Je crois qu'il y a des gens qui connaissent mes enfants, ceux qui sont stupides. Donc c'était bien de prendre un break à mon premier enfant. Alors, est-ce que vous avez des hobbies, le violon, vous écrivez des haïkus, vous cultivez des perles Non, j'ai pas de goldfish, non. Vous faites du ski? J'aime bien le sport. Malheureusement, j'ai beaucoup moins de temps maintenant. J'aime beaucoup le ski, donc si vous êtes à Squaw Valley, je suis régulièrement tous les week-ends, parce que mes enfants sont dans l'équipe de ski de Squaw Valley. Votre mari skie aussi? Non, mari skie aussi. Et tous les deux, on aime beaucoup ce qu'on appelle ça les outdoors. Donc on fait beaucoup de hiking. Et ici, c'est une région qui est quand même comme la Provence. En fait, quand je disais au début, j'ai grandi dans les calanques. Vraiment, j'étais là-bas tout le temps. J'étais pas beaucoup en classe. Oui, on a vu les dégâts. J'aime beaucoup tout ce qui est outdoors, hiking et des choses comme ça. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé chez Google? Comment je suis arrivée chez Google? Donc, après les perles, j'étais chez Schwab, où j'ai fait Internet Strategy, pour Fresh Firm à San Francisco. Et en 2001, je faisais des recherches, parce que c'est ce qu'on fait quand on fait de la stratégie, on fait énormément de recherches, et il y a un analyste qui travaille moi qui dit oh, regarde Google. Et je commence à taper dans Google et je vois les résultats qui arrivent, et je dis mais c'est extraordinaire ça, je commence à l'utiliser. Et j'ai envoyé une lettre à Eric Schmidt qui venait juste de rentrer, et Orin Cordastanes qui était l'ancienne de Google pour le business. Et je dis je sais pas ce que vous faites, mais je trouve que ce truc est complètement fascinant. J'aimerais bien travailler chez vous et le seul truc que je peux apporter, c'est que j'ai quand même une bonne expérience internationale. J'ai travaillé en Asie, en Europe, etc. Ça n'a pas marché, hein, je peux vous le dire. Ils ne m'ont jamais répondu. C'était en 2001.
En 2003, mon mari, donc, qui avait été chez Microsoft pendant des années, qui aussi était dans la vallée et a été dans multiple startups, a été contacté par Google parce qu'il a un background qui est plus technique que le mien. Et donc, quand il est rentré en 2003, je lui ai dit, écoute, ton job, c'est de me trouver un job chez Google. Donc, j'ai utilisé vainement mon mari pour rentrer chez Google. Et en fait, la fin de l'année 2004, bon, quand j'étais à Charles Schwab, j'ai eu quand même mes 3 enfants en 4 ans, donc j'étais quand même assez occupée. Fin 2004, mon dernier avait 1 an, j'ai dit à mon mari, écoute, peut-être le temps, ils vont peut-être commencer à se mettre un peu plus dans le business, de leur demander, ils avaient juste fait le IPO. Et donc je suis rentrée au départ comme project manager dans un groupe de stratégie où on était 5. Et Google avait moins de 2000 personnes à l'époque. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont embauché? À cause des perles. Voilà. Quand j'ai montré mon résumé, parce qu'à l'époque, même toujours, Larry regarde tous les résumés, etc. Et quand ils m'ont embauché, ils m'ont dit il n'y avait rien de consistant dans mon résumé. Donc j'ai dit, c'est intéressant, moi je peux être intéressée par n'importe quoi, tout m'intéresse. Donc en fait, donc c'est à cause des perles. Enfin, je pense qu'ils aussi recherchaient des gens dans la partie business stratégie qui avaient un outlook un peu plus global qu'en général. Qui quand même comprendra un peu l'informatique quand même. Oui, non, au départ, j'avais quand même fait ça. Et donc, alors là, ça fait donc 7 ans. Oui. Quelles ont été les étapes? Donc j'ai commencé, j'étais donc project manager. Alors j'avais quitté quand même, je dis les gens qui rentrent chez Google, il ne faut pas avoir peur. J'étais à Schwab, j'étais arrivée à VP of Strategy, donc Schwab quand même une bonne société. Et puis donc j'ai quitté ça et puis ils m'ont mis project manager. Et ils m'ont réduit mon salaire par 3. Ils m'ont dit, you should be happy, you're at Google. Et c'était après IPO. Donc, enfin bon, depuis, je me suis quand même rattrapée, je ne suis pas à plat, donc je ne me consolais pas. Mais à l'époque, les gens me disaient, qu'est-ce que tu vas faire à Google? Ils ont juste fait IPO, il n'y a plus d'upside, etc. Moi, je pense que c'est une société qui est tellement fantastique, qui a une culture d'innovation et de rapidité d'exécution que je n'ai jamais vue nulle part. J'avais la chance de voir mon mari travailler sur le Core Search Engine, donc je savais ce qui se passait un peu à l'intérieur de Google. Donc je dis, moi je suis sûre que les gens qui font du business, à un moment donné, il y a des projets de monétisation qui vont être là, il va y avoir des problématiques très intéressantes. Donc je suis rentrée, mon prédécesseur, là, celui qui manageait l'équipe, donc après 6 semaines est parti, et donc j'ai eu la chance de diriger ce groupe. Et, vous avez hérité de son job? Donc j'ai hérité de son job au bout de 6 semaines. Pourquoi? Parce que je pense que j'arrivais de l'extérieur, je pense qu'il n'y avait que 5, hein, c'est une chance sur 5. Donc, ils ont rien vu d'autre en vous? Non, je pense qu'ils ont vu d'autres choses, mais je pense que... C'est difficile, hein, les habitués savent, c'est difficile de faire dire à nos invités, ben voilà, j'étais bon ou bonne en telle et telle chose, et c'est pour ça qu'ils m'ont donné le job. Oui, non, je pense que ce qu'ils aimaient bien, c'est que je suis de nature extrêmement curieuse. Je pose énormément de questions tout le temps. Vous demandez à Sébastien, là, il travaille dans mes équipes, c'est l'horreur quand je fais des réunions avec les équipes, je demande 40 questions dans 1 heure. Je suis généralement toujours très très intéressée. Donc c'est une culture qui marche bien avec la culture de Google. Surtout quand on travaille dans les nouvelles technologies, c'est important de comprendre what is next. Parce que ouais, je pense que tous les gens qui sont dans la vallée, c'est donc vous avez hérité du job de l'ancien patron. Donc vous êtes retrouvé patronne de 5 personnes? 5 personnes, et comme Google a grandi énormément, quand je suis partie 4 ans et demi après, on était 40 et quelques, 50. Et vous êtes partie dans quel job? Alors je suis partie, donc pendant 4 ans et demi, ce que j'ai fait, ça a été pure strategy. C'est ce que dans un autre groupe on appelait corporate strategy pour 4 ans et demi. Les sujets ont été par exemple, où est-ce qu'on allait dans le monde, ouvrir des centres de recherche. J'ai gardé la France. C'est pas le talent qui avait éliminé la France au départ. Ce sont les lois. Ce sont les lois et les régulations. Franchement. Mais bon, j'ai travaillé sur des tas de projets stratégiques, incluant des sujets que j'ai raconté à Jean-Louis sur l'Afrique. J'ai passé pas mal de temps, c'est le développement, c'est mon projet 20%.
Et en fait, j'ai quitté... Et 20%, hein, pour ceux qui sont 20%, et c'est le temps qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire. Ceci dit, c'est quand même un mythe, le 20%, parce que ou vous êtes tellement intéressé par ce que vous faites, ça devient 100%, ou alors vous ne le faites pas et c'est un 2%. Donc je pense que c'est un peu le mythe des 20%, mais ceci dit, ça m'a pris quand même pas mal de temps et j'ai fait pas mal de développement de l'infrastructure Internet sur le continent sud-africain, Sub-Saharan Africa. Vous me disiez que vous avez fait passer au Kenya, je crois, passer de $600... $6 000. $6 000, pardon. À 60. À 60, le prix, le coût des transferts de données. Et ça, quand vous faites ça dans un pays comme le Kenya, ça a un impact sur les gens qui est remarquable. Et on a fait ça en investissant dans différents moyens d'accès, incluant le satellite, le câble. Donc il y a, il y a eu 3 câbles on est en concurrence. Je crois qu'il y en a 2 qui ont landed, le 3e étant là. Et aussi en investissant dans satellite networks. Donc en réduisant complètement les coûts d'accès, et Google a aussi, à un moment donné, on payait les coûts d'accès pour certaines universités et autres pour essayer de promouvoir ce trafic. Donc j'ai fait donc stratégie, je fais beaucoup de choses. Quand les gens me demandent quel était mon titre, je dis souvent que c'était le Chief Random Officer. Parce que Google peut faire des tas de choses. Donc l'Afrique c'était intéressant, mais bon, je travaille sur des problèmes aussi qui sont beaucoup plus courts de Google, qui ont été liés à l'acquisition, par exemple, de DoubleClick ou YouTube ou ce genre de projet. Et il y a 2 ans et demi, donc, on m'a demandé de prendre en charge tout ce qui était vente et opérations en ligne. Donc, c'est une équipe qui était assez grosse. Et je ne sais pas si vous connaissez Sheryl Sandberg, avait vraiment grandi et construit ce groupe avant qu'elle parte à Facebook. Donc, j'ai hérité de son portfolio de business. Et encore une fois, Google a fait quand même a pris une chance incroyable parce que je manage la stratégie, donc je connaissais extrêmement bien les executives, donc ils me connaissaient très bien, mais je n'avais pas vraiment managé des équipes de la taille des équipes que l'on m'a données. Et ils n'ont pas hésité une minute, ils sont pas allés chercher à l'extérieur de trouver quelqu'un qui avait une expérience de operation, customer service, etc. Alors, je vais reposer la question. Est-ce qu'ils ont vu en vous? Ah ben là, ils me connaissaient, là. Ça, on a établi qu'ils vous connaissaient. Mais c'est pas la question. Qu'est-ce qu'ils ont vu en vous? Pourquoi est-ce qu'ils vous ont donné le job, à part le fait qu'ils vous connaissaient? Oui, mais c'est important. Non, ça, je suis d'accord. Mais il y avait quand même peut-être autre chose. Non, bah, ils savaient que j'aime bien. Encore une fois, je suis assez flexible. Les gens me donnent le travail qu'ils me donnent à faire, et je leur dirai, je le fais. Je suis pas trop difficile, je suis pas piquée, je dis oh non, je veux pas faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Je dis non, sure, why not. Je suis assez opportunistique et ils le savaient. Donc, je pense que c'est ça. Ils savaient aussi que je suis, si vous demandez à Google, j'ai une réputation d'être extrêmement analytics. Et c'est quelque chose qui, à Google, est extrêmement valuable. C'est la culture. Voilà, donc je suis extrêmement data-oriented, very analytical. Et aussi, j'avais quand même de très bonnes relations avec les ingénieurs, avec qui je travaillais quand j'étais à la stratégie très près. Donc c'est utile quand vous faites tout ce qui est vente et opération, parce qu'on dépend tellement des ingénieurs d'avoir d'avoir des relations très très proches avec eux. Donc ça c'est un secret, si les gens de la vente savent parler aux ingénieurs, voilà, tous les espoirs sont permis. Voilà, c'était un bon match pour ça. Alors, dernière question avant que je vous livre à celle de l'auditoire. Alors, déjà, je vais vous dire, est-ce que vous avez remarqué que personne ne s'est défilé du fond de la salle? Donc, vous avez intéressé. Moi, je regarde quand on est invité.